Depuis Paris jusqu'à Valence, j'ai fait 100 lieues sans travailler. Une écouteur, il m'a crié, je pense, il y a de l'ouvrage à Montpellier. Parler de compagnonnage, c'est parler de transmission des savoirs. C'est d'ailleurs, sous l'intitulé précis de « Le compagnonnage », réseau de transmission des savoirs et des identités par le métier, que l'UNESCO en 2010 l'a inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Il est toutefois difficile de dire ce en quoi consiste, précisément, au travers les siècles, le phénomène compagnonnique. À l'image de la transmission de maître à disciple, de procédés et de tours de main plus ou moins secrets, se superpose l'aura mystérieuse de rites initiatiques venant d'un lointain passé. Mais, au-delà de ces clichés romantiques et de la confusion fréquente avec la franc-maçonnerie, qu'en était-il vraiment autrefois? Peut-on réduire le phénomène compagnonique à une transmission de savoir professionnel? Étudiant depuis longtemps les compagnons tailleurs de pierre, je vous propose d'en découvrir quelques aspects. Ce qu'il convient de retenir au préalable des avancées récentes sur l'histoire des compagnonnages, et j'insiste sur ce pluriel, c'est que nombre d'usages que l'on croyait très anciens et communs à tous les métiers ne le sont pas. Ainsi, pour prendre deux exemples frappants, avant le milieu du XXe siècle, les tailleurs de pierre ne pratiquaient pas l'épreuve du chef-d'œuvre. Et avant le début du XIXe, ils étaient quasi immédiatement reçus, compagnons, afin de pouvoir partir sur le Tour de France. Je vous invite donc à oublier un instant ce que vous croyez déjà savoir et à porter sur le sujet un regard neuf. Examinons la question de la transmission des savoirs chez les compagnons tailleurs de pierre des XVIIIe et XIXe siècles. Pourquoi cette limitation chronologique ? Pour la période antérieure, nous ne possédons guère de ressources documentaires. Si l'on peut légitimement supposer que les compagnons sont les héritiers des bâtisseurs de cathédrales, nous ne connaissons pas les modalités de cette continuité. Je n'ai pas souhaité englober la période contemporaine car les pratiques ont trop évolué pour qu'il soit possible en si peu de temps d'expliquer pourquoi et comment. La question suivante est donc, mais quels étaient leurs savoirs ? Il me faut tout d'abord apporter une précision sur les sources documentaires employées. Parmi les découvertes ayant le plus contribué à améliorer nos connaissances figurent des archives des compagnons passants tailleurs de pierre d'Avignon, archives qui courent du début du XVIIIe siècle à la veille de la guerre de 1870. Le document le plus remarquable est un rôle ou règlement en date du 1er janvier 1782. Son frontispice nous présente entre autres informations les savoirs cultivés dans cette société compagnonique, ou du moins ceux qui y étaient à l'honneur. C'est sur lui que j'appuierai mon exposé, illustré par des diapositives provenant de diverses communications plus anciennes. Listons tout d'abord ces savoirs. Pour entrer dans les rangs de la confrérie, il convenait d'être déjà formé ainsi que le stipule le règlement. Tout tailleur de pierre qui se présentera pour être reçu compagnon passant sera tenu de faire preuve de capacité suffisante dans le métier par une ou plusieurs pièces de trait et par le témoignage de compagnons qui cautionneront que l'aspirant est capable de travailler du marteau. Travailler du marteau, c'est tailler la pierre avec le marteau taillant, l'outil principal avec le maillet et le ciseau. C'est être capable de gagner sa vie. La formation initiale incombait aux familles qui plaçaient leurs enfants en apprentissage chez des maîtres ou l'effectuaient elles-mêmes. Faire preuve de capacité suffisante par une ou plusieurs pièces de trait signifie que l'aspirant devait avant tout démontrer ses capacités conceptuelles et son appétence à apprendre via le dessin pour la coupe des pierres et pour l'architecture. Car le trait, ou stéréotomie, est le savoir par excellence que cultivaient les compagnons. Il est ici sobrement évoqué par un escalier et une niche. Cette science permettait d'élaborer tout type de voûtement nécessaire. Voici par exemple une planche d'un traité d'architecture représentant quelques cas de figure, simples ou complexes, et sans les commenter, quelques photographies de détails stéréotomiques. Sa base théorique est avant tout la géométrie, ainsi que l'évoque ce détail, un livre et un dessin figurant la résolution algébrique d'une construction géométrique.
J'ouvre une parenthèse pour souligner que nombre des compagnons tailleurs de pierre d'antan savaient lire et écrire, et qu'ils n'étaient pas seulement des utilisateurs d'ouvrages techniques qu'ils se transmettaient pieusement de génération en génération, c'étaient aussi des producteurs de tels livres. Je n'évoquerai à cet égard que l'exemple de Jean-Paul Nouliot, né à Avignon en 1788 et décédé en 1834, au terme d'une brève carrière qui l'aura conduit des travaux du pont d'Iéna, comme appareilleur, à l'enseignement de la coupe des pierres et de l'architecture à l'école royale gratuite de dessin de Paris. Entre 1825 et sa mort, La Pensée d'Avignon, de son nom de compagnon, publia plusieurs volumes d'un cours élémentaire, pratique et théorique de construction, comprenant notamment un traité de coupe des pierres, un traité de charpente, un traité de mathématiques, c'est-à-dire de géométrie, et un ouvrage sur la stabilité des édifices. Contrairement à une idée reçue qui place sur un piédestal la tradition orale, la transmission des savoirs dans les compagnonnages était également assurée par le livre et la lecture. Mais les allusions au savoir cultivé par les tailleurs de pierre ne s'arrêtent pas à la géométrie et à la stéréotomie, et loin s'en faut. Les atlantes qui encadrent le frontispice nous rappellent que ce n'est pas seulement de taille de pierre dont il s'agit, mais d'architecture dans son ensemble. Ils proviennent directement du cours d'architecture civile de Jacques-François Blondel, publié entre 1771 et 1777, ce qui confirme bien l'appétit de lecture des compagnons. On remarque aussi la présence d'une sphère armillaire et d'un globe céleste, emblème de l'astronomie. Ils font principalement allusion à la gnomonique. Les tailleurs de pierre réalisaient en effet ces cadrans solaires dont l'aristocratie d'alors était friande. Si c'est souvent aux ecclésiastiques qu'incombaient les calculs, les compagnons ne demeuraient pas en reste, ainsi qu'en atteste un petit ouvrage publié en 1768, L'horologiographe universel, pour l'usage et la facilité des compagnons tailleurs de pierre et maçons qui sont sur le Tour de France. On ne saurait être plus explicite. Même s'il concerne aussi l'arpentage, c'est principalement à la gnomonique que fait allusion le phare présent au milieu de la composition. Il fait clairement écho au frontispice du plus célèbre traité de gnomonique de l'époque, souvent réédité. Entre les deux globes sont disposés un cadran solaire, du même modèle graphique que dans l'opuscule de 1768, puis une boussole, un rapporteur et un graphomètre à pinule, qui sont tous des instruments d'arpenteur. Le phare central désigne également un lieu commun de l'arpentage, le problème de la mesure des points inaccessibles. On remarque aussi le dessin d'une des bases de l'arpentage, à proximité de deux arbres, employant deux règles et leurs mesures angulaires. Sur la droite du frontispice, enfin, on remarquera deux personnages dans un verger. L'un pousse une sorte de brouette, c'est un odomètre, un instrument à mesurer les distances. L'autre s'appuie sur une canne et porte une hotte, c'est un aide-arpenteur plantant les jalons. À côté des deux globes, on remarque un personnage dans l'encadrement d'une allée de parc. L'art des jardins faisait alors partie intégrante de l'architecture. Il est par ailleurs très lié à l'arpentage, et c'est précisément dans les parcs que l'on installait les cadrans solaires. Pour conclure quant au savoir professionnel, il n'est pas inutile de préciser que si la vision du rôle était réservée aux initiés, les compagnons tailleurs de pierre d'alors ne se transmettaient pas de secrets d'ordre technique. Si secret de métier il a existé, il touchait le trait, ainsi que le suggère le titre d'un traité de Mathurin-Jousse publié en 1642, Le secret d'architecture, découvrant fidèlement les traits géométriques, coupes et dérobements nécessaires dans les bâtiments. Mais depuis la publication en 1567 du premier tome de l'architecture par Philibert Delorme, le secret du trait était déjà bien éventé. Récapitulons. Les savoirs professionnels cultivés et honorés par les compagnons tailleurs de pierre à la fin de l'Ancien Régime étaient donc la géométrie, la stéréotomie, l'architecture, la gnomonique, l'arpentage et l'art des jardins. Dans le délai qui m'est imparti, je ne citerai que pour mémoire le fait important qu'en même temps que ces savoirs professionnels, les compagnons se transmettaient aussi des symboles, des légendes, des rites et une gestuelle spécifique. Bref, tout un savoir-être, un code de conduite nommé le devoir. Mais ceci est une autre histoire, comme le disait Kipling.
Il convient maintenant de dire dans quel cadre et comment les compagnons se transmettaient ces savoirs. Le savoir par excellence était donc, et il l'est toujours, le trait pour la coupe des pierres. Selon l'importance des villes, son enseignement se faisait soit chez un ancien compagnon, soit dans un cours gratuit à destination des ouvriers, comme il s'en est créé dès avant la Révolution. Pour ce qui est des cours donnés par les anciens, voici le témoignage offert par le carnet de comptes tenu par Jean-Jacques Laurès, dit La Tranquillité de Caux, durant son tour de France. À la date du 5 novembre 1839, il note qu'il rentre en classe pour le trait chez le sieur Abelin, dit La Vertu, compagnon passant maître maçon à Saintes. Et il détaille ses dépenses. La première semaine, 5 chandelles et 6 feuilles de papier. 2 semaines plus tard, le dimanche 19 novembre, 4 livres de chandelles, 14 feuilles de papier à dessin, 2 crayons et un tire-ligne, 320 livres de plâtre en pierre et du bois. Le plâtre en pierre était employé une fois broyé et mélangé à du savon pour réaliser des maquettes afin de vérifier les tracés. En voici quelques-unes datant de la fin du XIXe siècle. Cela évoque nos actuels chefs-d'œuvre réalisés en pierre, mais cela n'en a aucunement la fonction. Au cours du soir, à la lumière des chandelles, s'ajoutaient donc des cours le dimanche après-midi, seul moment de loisir dans la semaine pour l'ouvrier de l'époque. On aura remarqué la date à laquelle il commence à suivre ses cours. C'est le début de la saison durant laquelle les journées de travail raccourcissent. On occupe le temps gagné, ou perdu selon le point de vue, à s'instruire. Les intempéries et le froid peuvent également gêner le travail et certains occupent alors leur chômage par le trait. Pour ce qui est des cours du soir institutionnels, j'ai déjà évoqué ceux de l'école royale gratuite de dessin de Paris, créée en 1767, où enseigna Douliot de 1818 à 1834. Il en existait dans d'autres grandes villes, dans le cadre d'écoles en faveur des ouvriers, comme ici à la fin du XIXe siècle à l'école philomatique de Bordeaux, ou dans les écoles des beaux-arts et d'arts et métiers. Les professeurs étaient souvent d'anciens compagnons. Voici la description que donne un architecte d'un cours dispensé par un compagnon étranger vers 1860 à Paris. C'était dans une sorte de boutique, servant de réunion pour les tailleurs de pierre. Cette boutique était comme le vestibule d'une grande pièce qui y faisait suite et qui était une école de trait professée par le très habile appareilleur bien connu alors sous son nom de compagnonnage, la Fleur de Coutras, constructeur du pont de Neuilly entre autres, et que venaient souvent consulter les grands architectes. Des modèles de toute espèce de coupe de pierre, voûte biaise, rampante, encorbellement, pénétration, etc., garnissaient le pourtour de la pièce, et le maître nous faisait exécuter, en plâtre bien entendu, ces différentes œuvres. Ce n'était point de simples copies que nous avions à faire. Tout était fondé sur l'application exacte de la géométrie descriptive. Au milieu du XIXe siècle, les compagnons cherchèrent aussi à s'organiser entre eux. En 1846, les compagnons passants de Paris montèrent ainsi un cours de trait dont le règlement nous fournit de précieuses indications. Son préambule fait table rase des visions par trop romantiques. Il précise en effet que, comme tous les compagnons ont été jusqu'alors libres de s'instruire selon leur propre vue, ils sont tombés, les uns dans la débauche du vin et des femmes, les autres, plus studieux, se sont instruits, chose assez rare. Mais le libre exercice de ce temps si précieux peut être employé plus utilement pour l'instruction de chaque compagnon. D'autres articles insistent sur l'enseignement mutuel que se doivent aussi les compagnons, les plus expérimentés aidant les moins instruits. Ces cours trouvaient un prolongement dans les défis que se lançaient parfois les deux rites ennemis, passants et étrangers. Chaque clan possédait ses champions, qui traçaient les épures et taillaient les maquettes en plâtre, que jugeaient ensuite les académies provinciales. Semblable défi oppose en 1773 à Bordeaux la réjouissance de Tarascon et la pensée de Sainte-Foy. En 1784, le dessinateur du rôle d'Avignon de 1782, Joseph Ponge, dit la Douceur, signe en tant qu'architecte et ingénieur le règlement d'un concours devant être jugé par l'Académie d'architecture de Paris. Il s'agit en fait tout autant d'architecture que de coupe des pierres. En 1826 encore, un défi se tient à Paris, se concluant par la fuite du compagnon passant pris en flagrant délit de tricherie.
Le vainqueur par abandon fut la Fleur de Coutras que nous venons d'évoquer comme professeur de trait une trentaine d'années plus tard. De manière générale, la fraternité compagnonique, mais aussi ses rivalités entre sociétés, offraient un support idéal à l'émulation. Il n'était nul besoin de créer des cours spécifiques pour transmettre ces autres savoirs qu'étaient l'architecture, la gnomonique, l'art des jardins ou l'arpentage. Les jeunes compagnons côtoyaient durant leur tour de France des anciens, installés comme entrepreneurs, architectes ou ingénieurs, qui leur servaient de modèle et, le cas échéant, leur apportaient leur lumière. On soulignera aussi que lors de la cérémonie initiatique de la réception, la vision sacralisée du rôle suffisait à mettre la quête du savoir sur un piédestal. On retrouve là un idéal vitruvien qui est clairement exprimé par Philibert Delorme à propos d'une gravure de son premier tome de l'architecture. On y voit, compas d'appareilleur en main, un architecte sortir d'une caverne symbolisant le lieu obscur de la méditation et des études. Des 3 pages d'explication que l'auteur consacre à cet emblème, nous retiendrons que la palme, figurée ici par le palmier, est le but auquel doit viser l'artisan et qu'elle signifie gloire, honneur et victoire, et que le but est atteint par le travail et par le savoir. En conclusion, je soulignerai 3 points. Si la transmission des savoirs constitue aujourd'hui l'aspect le plus remarquable des compagnonnages, ce n'est toutefois pas là leur vocation originelle, qui était la solidarité fraternelle. Secondo, j'espère vous avoir convaincu de l'importance qu'il y a de conjuguer au pluriel ce singulier phénomène qu'est le compagnonnage, pour ce qui concerne ses expressions dans l'histoire et les métiers. Enfin, nous avons entreaperçu toute l'étendue des savoirs que les compagnons tailleurs de pierre cultivaient autrefois. Cette curiosité résulte de l'injonction de Vitruve dans son De Architectura à propos des qualités de l'architecte. Il faut qu'il ait de la facilité pour la rédaction, de l'habileté dans le dessin, des connaissances en géométrie. Il doit avoir quelque teinture de l'optique, posséder à fond l'arithmétique, être versé dans l'histoire, s'être livré avec attention à l'étude de la philosophie, connaître la musique, n'être point étranger à la médecine, à la jurisprudence, être au courant de la science astronomique qui nous initie au mouvement du ciel. Retenons donc le fait que les compagnons d'antan proposaient un idéal qui ne relevait pas d'une vision pour ainsi dire prolétaire de leur métier, mais bien d'une philosophie de l'excellence où le travail n'était plus une malédiction biblique. Travail et honneur, telle était leur devise. Je vous remercie pour votre attention. Depuis Paris jusqu'à Valence, j'ai fait 100 lieues sans travailler. Une coterie m'a crié, je pense, il y a de l'ouvrage à Montpellier. Tout en entrant dans cette ville, j'entends les compagnons chanter. Et m'approchant d'une boutique, le maître moi j'ai salué.